Bonjour à tous, donc merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode. Donc avec JP, il y a un nouveau sujet qu'on va discuter. C'est JP, tu m'avais envoyé en fait une vidéo sur le futur des interfaces graphiques. Je sais pas si ça te rappelle des petits souvenirs cette vidéo ou pas du tout. Ouais, tout à Et fait. Bonjour à tous. Ouais, en effet, je t'avais envoyé ça parce que j'avais trouvé vraiment pertinent. On mettra le lien dans la description où en fait, j'ai perdu le nom du gars, mais il expliquait un peu l'évolution potentielle en se basant sur les évolutions passées des interfaces, notamment dans les interfaces utilisateurs sur les OS ouais, du Mac, enfin des premiers Mac jusqu'à aujourd'hui. Mais même en fait, finalement, jusqu'aux dernières nouveautés, entre guillemets, d'Apple là, en termes de design. Et du coup, il faisait le parallèle avec ce que pourraient être potentiellement les futures révolutions à venir du point de vue des interfaces. Euh, ouais, donc c'était assez intéressant. ouais. Et il montrait ça en une forme de S-curve, tu sais, une forme c'est-à-dire un Oui. graphique en forme de S. Et Mhm. au début, donc, on commençait avec la partie tout ce qui était terminaux, donc des interfaces petites texte, et après on allait dans des interfaces un peu plus graphiques, où il y avait même des mouvements, bah, les gens avaient un peu peur aussi de ce mouvement-là, tu changeais avec la souris, Mhm. avec une sorte de ce qu'on appelait un desktop, du menu démarrer de Windows, et ainsi de suite. Et là, en fait, ce qui était marrant, c'est qu'il revenait, bon, bah, c'est bizarre, on revient un peu aux interfaces un peu textuelles, Ouais, surtout sur la partie AI, et pour lui, on est au début d'un nouveau d'un nouveau S-curve, S. ce qu'il Ouais. disait, où il avait identifié trois types de changements qui allaient venir. Ouais, Là, tout tu à fait. raccroches tous les wagons? Ouais, je raccroche absolument tous les wagons. Et justement, pour revenir au tout début de la vidéo, comme tu disais, les premières craintes qui étaient remontées, c'était le fait de la confiance en fait. On passait d'un environnement en ligne de commande où tu tapais littéralement tout ce dont tu voulais que la machine exécute à un Ouais, environnement visuel, c'est-à-dire que tu as en fait, des symboles qui vont représenter tes actions, où tu vas opérer des mouvements qui vont opérer tes actions. Je pense au glisser-déposer, copier-coller, ce genre de choses-là, mais qui du coup ne sont plus littéralement définis par toi. Donc voilà, il expliquait qu'il y avait un vrai gap de confiance à combler et que ça a pris un petit moment, mais quand ça a pris, après c'était OK. ouais, Et c'est vrai que quand tu compares cette phase-là à ce qu'on peut avoir aujourd'hui, et peut-être on va plonger dans le détail de ce qu'on peut avoir aujourd'hui parce que je pense ouais, que c'est ouais, pas pour, encore très répandu, ouais, mais la réflexion est la même. On est encore dans une phase de est-ce que je peux faire confiance à la machine pour faire des opérations pour moi finalement. Parce que tout à fait. c'est ça la question. Euh, Ouais. Et bah donc, après, peut-être décrivons là ce qu'il y a aujourd'hui sur la première phase où il disait cette révolution entre guillemets en S. Votre interface graphique d'un site internet, on va dire d'un côté, avec une partie introduction d'IA de l'autre côté. Et ce qu'il disait, ben ça, on a la première phase avec Comet par exemple qui a été fait par Perplexity ou le ChatGPT, leur browser, je sais plus comment il s'appelle, mais ils ont fait la même chose aussi. Bon, oui. voilà. Tu vois, donc il y a Comet, il y a celui-là de ChatGPT, Atlas. C'était celui-là, non? Atlas. J'ai plus en tête Il y en a- parce que je l'ai pas Voilà. essayé pour le coup. Je l'ai pas essayé vu Bon, qu'il bon. est que sur Mac. Donc il y a que toi qui as pu l'essayer. Ouais, Moi c'est je vrai. suis pas équipé. Ouais, bah, tu vois ce qu'il te reste à faire. Et donc voilà, et ce qu'il disait, en gros, là, on est dans cette première phase où tu vas avoir des applications de base en fait, que tu vas utiliser tous les jours qui vont être complémentées avec la partie AI. Et pour l'instant, au début, le chat, on va dire que ça, c'est ChatGPT pour faire simple. Le chat était plus petit et tu as vraiment ton interface, Mm, ton app qui mm. était grande. Et là, ce que lui il voit très rapidement, c'est que la partie chat va devenir de plus en plus grande avec ta partie graphique qui sera de plus en plus petite. Donc tu vois, là, je passe déjà sur la transition entre la première et la deuxième. La deuxième version, c'est sa visualisation. Ouais. Et pourquoi il disait ça? C'est parce que c'est en fait, finalement, aujourd'hui, ton IA, il peut prendre la main sur l'application. Et donc, ton IA peut faire plein de choses, peut faire les tâches et les actions que toi, tu fais. En fait, c'est comme un peu, tu sais, avec la partie, le concept de MCP, donc de modèle, contexte, protocole. C'est un peu la même démarche. C'est-à-dire que ton IA, aujourd'hui, peut se connecter aux outils de ton application pour exécuter des actions que toi, tu vas dire à ton IA Mhm. en langage verbal et elle va se connecter aux API de cet outil-là pour le mettre à jour. Et toi, ce que tu vois, c'est un résultat qui sera mis à jour directement grâce à ton AI. Et ce qui est vraiment sympa du coup pour la partie productivité, tu vois. Et donc, Ouais, je pense que c'est une excellente illustration, sachant que, en fait, là ce que tu évoques, c'est déjà la partie productive de l'IA, de l'IA, pardon. ouais, Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, non pas que c'était pas utile, mais c'est vrai que je pense que la plupart des gens ne connaissent l'IA que sous la forme chat pure, qui est, ouais, tu arrives sur ChatGPT, tu te connectes, et puis il te propose un jeu de fonctionnalités, mais quand même
extrêmement limités, en tout cas qui sont contenus à l'environnement de ChatGPT. Et tu joues là-dedans, tu lui poses des questions, il te répond. Alors certes, il peut te faire des dessins, il peut te faire des recherches, mais ça reste contenu dans l'environnement ChatGPT et donc limité aux fonctionnalités que va te proposer ChatGPT. Et C'est là, ce ça. que tu décris, en fait, c'est un peu faire sortir le génie de la boîte et mettre cette intelligence-là, mais dans des contextes qui sont totalement différents et avec des outils, on va dire, beaucoup plus évolués, ou en tout cas qui ont des usages très spécifiques. Euh, Par exemple, j'ai un exemple en tête, mais que je ne veux pas aborder tout de suite parce que je suis en plein en train de l'explorer. Mais imagine l'édition de photos, par exemple. Ouais. Ben ouais, on imagine assez facilement pouvoir décrire les modifications que tu vas apporter à ton image. Et aujourd'hui, c'est un peu fait d'ailleurs dans une certaine mesure. Mais Ouais. en passant par un des logiciels qu'on imagine tous, genre du Photoshop, genre du GIMP pour donner un peu d'open source, ce genre de choses-là, où tu vas lui demander littéralement, bah, vas-y, rajoute-moi un flou, ou sélectionne-moi le flou, fais-moi un effet. Rien n'empêche après de reprendre la main, parce que c'est l'avantage d'avoir les deux interfaces collées, c'est-à-dire que tu as un aspect IA, un aspect classique, donc tu reprends la main, tu manipules. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça permet de démultiplier les capacités de l'IA et de les mettre dans un contexte productif direct. S'il y a un exemple peut-être qui est plus évident encore que cette histoire de Photoshop, c'est pour les développeurs les outils de codage. Parce que Ouais. ça, pour Ouais. le Avec coup, Copilot, par exemple. Ouais. avec Copilot, moi Cursor. j'ai pu essayer Cursor aussi, qui est vraiment chouette, mais même dans Visual Studio Code, il y a des plugins qui permettent de l'avoir. En gros, Ouais, où tu as tu as ta vraiment petite la petite AI fenêtre. de côté. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Toi, tu fais ton code. À un moment, tu as besoin d'un assistant pour faire un truc naze ou pour aller rechercher des choses ou même pour faire de la review ou quoi que ce soit. Paf, tu le sollicites, il fait son taf et il y a une interaction vraiment à quatre mains, si j'ose dire, sur le travail. Mais ça, c'est un peu, Ouais. on va dire, là où on en est aujourd'hui. Et c'est clairement au balbutiement encore, hein. On est encore Ah ouais, tout à aux fait. premières étapes de ce branchement. Et je pense qu'il y a encore énormément de choses à faire de ce côté-là avant même d'arriver au grand public. Parce que là, pour moi, c'est pas dans le grand public encore tout ça. Ouais, ouais. C'est un peu masqué. Ouais, et encore parce qu'il y a aussi différents moyens aussi d'interroger l'IA, tu sais, comme on en parlait. Bon, ça c'était le projet qu'on est en train d'essayer de faire à côté, tu sais, la partie où via un terminal tu peux utiliser l'IA de différentes manières aussi pour l'interagir avec tes données personnelles et finalement créer un outil un peu custom. Tu t'affranchis même de cette condition d'avoir en fait ton ChatGPT, ton application, Mhm. parce qu'en gros tu te la crées toi-même, tu vois. Mais ça va venir après la vision 3, je pense. Donc Ouais, là en tout fait à on avait fait. donc la bonne explication de cette première vision, entre guillemets, pour lui du design qui change, c'est-à-dire donc tu as ton intelligence artificielle d'un côté qui Mhm. prend, on va dire, 30% de la fenêtre, et tu as 70% qui reste ton application. Et lui, son pari, c'est que la deuxième phase, ça va être, au lieu de prendre 30%, cette fenêtre va prendre beaucoup plus de Mhm. place. Ça va être peut-être même inversé, c'est-à-dire qu'il te restera 30% pour ton application et 70% pour ton AI. Tu vois. Et là encore à la rigueur, moi j'étais d'accord avec la vidéo, dans le fond, la forme, pourquoi pas, tu vois. Effectivement que tu vas communiquer un peu plus, surtout si elle est beaucoup plus performante, tu vas passer ton temps plus à expliquer ce que tu veux vraiment et à voir, juste contrôler, entre guillemets, Mhm. que tu as bien ça et que ça reste un outil finalement de collaboration. Et je comprends ce fait-là, effectivement, de passer beaucoup plus de temps dans l'IA et pour donner le résultat que tu veux dans une application donnée. Aucun problème. Mais pour moi, c'est à l'étape 3 où j'ai un vrai problème, où on n'était pas d'accord. Eh Donc, ben vas-y, vas-y. tu l'as défini l'étape 3 ou pas? Ou je l'ai Ben, défini? bon, comme tu veux, comme tu veux. Définis-la, vas-y, Je définis. peux y aller. Du coup, pour l'étape 3 en fait, c'est où carrément tu n'as plus ce côté. En fait, où l'IA prend 100% le relais. C'est-à-dire que l'IA, c'est ta base de travail. Après, la question reste entière sur le comment ça se matérialise, parce qu'évidemment, c'est un domaine qui n'est pas encore tout à fait, en tout cas, atteint. Mais l'idée, c'est que ton IA va venir te générer, à la limite, dynamiquement, des interfaces qui vont te permettre d'interagir avec le travail que tu essayes de réaliser à l'instant. Si on reprend l'exemple de la retouche photo, c'est par exemple, tu lui dis, ben voilà, j'aimerais retravailler un peu les flous sur le fond. Ben là, l'IA va te générer en fait un outil qui va permettre, par exemple, juste un slider qui va permettre d'ajuster le flou sur le fond de ton image. Et c'est toi manuellement qui va le faire. Et une fois que tu as terminé cette phase-là, le slider va disparaître et tu vas passer sur autre chose. Si à ce moment-là, tu veux jouer avec la colorimétrie, pouf, elle va t'afficher des interfaces qui vont correspondre à ce que tu essayes de faire.
sauf si tu lui demandes explicitement de elle-même gérer la colorimétrie. À ce moment-là, elle le fera de façon masquée. Elle va gérer la colorimétrie selon les instructions que tu vas lui donner. En gros, c'est la disparition des interfaces figées telles qu'on les a aujourd'hui pour un interfaçage dynamique en fonction du besoin. Et ce besoin sera déterminé dans la discussion par l'IA quand tu vas la solliciter pour telle ou telle opération. Donc j'espère que j'ai bien résumé la chose, mais en tout cas, c'était un peu la vision long terme sur ce truc-là. Et moi, au contraire, je suis tout à fait en phase avec cette vision-là. Mais vas-y, explique-nous, qu'est-ce qui te chafouine sur cette vision? Ouais, pour moi, tu as très bien résumé la vision, mieux que ce que j'aurais pu faire clairement. Mais c'est là où j'ai un problème, en fait. C'est globalement, en fait, ça veut dire qu'on va avoir des outils qui ne seront plus, dans un sens un peu moins l'accent sur une sorte de collaboration. Parce que toi, tu vas dire non, mais si, je vais t'expliquer le fil de ma pensée. Anticipe pas mes interventions, t'inquiète pas. Non, j'anticipe juste ce point-là parce que c'est vrai que c'est peut-être un peu mal dit. Donc, on va avoir des outils qu'on pourra générer à la volée. C'est-à-dire, pour qu'un besoin donné, on va créer carrément un outil pour pouvoir répondre à ce besoin donné. Et cet outil va être créé, et ainsi de suite. Mais moi, je pense que c'est un peu comme tout, dans la vie ou autre, on a besoin de repères. C'est-à-dire que tu peux pas, en fait, créer des choses à la volée et essayer de collaborer avec d'autres humains sur quelque chose que toi tu as créé. Parce que potentiellement, eux, ils ont créé aussi quelque chose de différent. Tu vois. Admettons que juste le simple fait de, je sais pas, vouloir s'échanger des informations de manière asynchrone, tu vois. Donc toi, dans ta tête, tu vas peut-être créer un outil. L'autre va aussi créer un outil. Et il va essayer vous allez vouloir collaborer à un moment donné juste pour avoir juste des informations à one-to-one, ça passe, à la rigueur. Et quand vous êtes beaucoup plus nombreux, essayez de vous synchroniser peut-être sur des temps, un planning, un projet, des tâches à faire. Si chacun se crée un peu son outil, moi je vois mal comment est-ce que tu peux même communiquer ensemble, parce que qui va présenter son outil lorsque tout le monde communique ensemble? Ça va être, oui, bon, on aura tous des outils qui étaient personnalisés devant nos yeux et une personne parle d'autre chose. Et je pense qu'il y aurait une sorte de friction assez importante là-dessus, tu vois. Pour moi, c'est pas assez, peut-être que c'est moi qui pense trop petit, mais pour moi, c'est bien d'avoir à un moment donné comme une sorte de tableau blanc, un repère, on écrit tous ensemble en même temps pour essayer de se synchroniser sur soit une tâche, un planning ou autre, plutôt que de partir toujours avec quelque chose de très personnalisé qui vient de chez nous, qu'on montre après aux autres ou qu'on présente, on est un peu perdu, tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. Et je trouve que ton point est assez intéressant et je suis pas nécessairement. Enfin, pour moi, c'est un challenge. C'est clairement un challenge que devra relever ce côté ultra personnalisation. Je pense que tu as vraiment mis le doigt dessus. Parce qu'à tout vouloir personnaliser, du coup, Mais je pense que c'est la tendance actuelle et ça va poser des grosses questions. Parce que si tu regardes les dernières évolutions technologiques, enfin quand je dis les dernières, regarde sur un temps assez long, hein, même si tu remontes jusqu'à 50 ans en arrière, ouais, 30 ans, 50 ans, tu regardes, enfin, on va de toute façon vers une logique qui est la personnalisation à l'extrême. C'est dans l'air du temps, entre guillemets. Tu vois? Attends, je termine ouais, là-dessus. ok. Donc, on va vers de la personnalisation à un extrême et l'IA va permettre un step encore plus fou dans cette direction-là. Donc il est certain qu'à un moment donné, si tu veux être sûr de ne pas te retrouver isolé, entre guillemets, dans ta bulle que tu as construit, qui à ton image, qui te correspond, etc., etc., il va falloir créer des passerelles. Après, est-ce que c'est toi qui dois créer les passerelles ou au contraire, est-ce que tu te dis, bah, de toute façon, en toute logique, c'est l'IA qui va les faire? Il y a peut-être un truc là-dessus. Mais clairement, pour moi, ça va être un des challenges à relever sur cette notion d'outils contextualisés, personnalisés, parce que oui, la personnalisation va à l'encontre de l'aspect collectif, social qui est inhérent à l'espèce humaine, tu vois. Et c'est ça, c'est comme quand on parle un peu comment est-ce qu'on a fait pour communiquer ensemble en tant qu'espèce humaine. On a commencé par les signes, par le langage non verbal, mais après un moment, on a décidé peut-être d'utiliser des mots qui sont peut-être avec leur billet, parce que les mots, tu peux pas faire transmettre des émotions. Peut-être que demain, on arrivera à faire de la télékinésie ou télépathique, donc tu arrives à faire ressentir des émotions et juste des pensées, tu vois, d'aller très loin comme ça. Et peut-être grâce à Neural Engine, on y arrivera globalement, et ça réglera tous les problèmes, tu vois, on sera tous télépathes ou voilà, on pourra faire, on pourra faire ça, mais aujourd'hui, c'est pas le cas, tu vois. Et pour moi, on a toujours besoin d'avoir un canevas, parce que quand on s'exprime aujourd'hui de manière incomplète avec les mots, avec du vocabulaire, on s'exprime pas que juste avec des mots, on s'exprime aussi avec, il y a l'intonation, les émotions, il y a plein de choses qui vont rejoindre ça. Ouais. Et à un moment donné, on essaie tous de construire une sorte de skill set pour nous permettre de mieux communiquer avec les autres, mais aussi avec nous-mêmes, tu vois. Et le fait d'avoir quelque chose de personnalisé, c'est-à-dire que nous, on va être de plus en plus fainéants et de plus en plus dans nos billets,
C'est-à-dire qu'à un moment, quelqu'un qui est totalement, je vais prendre des pincettes, quelqu'un qui est totalement peut-être, j'allais dire autiste, mais c'est trop fort, mais on va dire dans le sens autiste dans son monde avec ses perceptions ou autre, il va pas réussir il va plutôt rester enfermé dans cette bulle-là, il va jamais aller vers l'autre, ou il va jamais se remettre en question d'utiliser un autre framework pour s'adapter aux communications des autres. Tu vois, comme on est tous différents, c'est ça qui nous enrichit d'une certaine manière, tu vois. Et Je- avoir en fait quelque chose qui nous Ouais. connecte, c'est ce genre de passerelle que tu viens de dire, c'est clé. Et ça devrait même être, on devrait pas limite le faire tout le temps, tu vois. Je pense que Parce que, tu pousses l'exemple vraiment très très loin. Alors c'est intéressant, hein, mais je pense, à mon sens, que c'est pousser l'exemple beaucoup trop loin. Parce que là, on est encore, enfin de la façon dont on l'évoque, que sur une étape de quelques outils qui se font au travers d'une machine qui est physique, qui est figée, tu vois, avec des inputs Mhm. figés. Il y a quand même un certain nombre de choses qui sont limitantes pour l'IA en termes de génération, d'interaction avec les autres. C'est pas encore une machine qui est dans le monde réel, dans le sens où elle interagit comme, enfin, ou qui va s'interfacer entre deux êtres humains dans le monde réel. On en prend le chemin, hein, je suis d'accord avec toi, mais ça me paraît quand même assez. euh, Enfin, on n'y est pas encore, quoi. On n'y est pas on n'y encore. est pas encore. Attends, tu dis qu'on n'y est pas encore. Vas-y. Mais là où je voulais revenir sur des choses un peu plus concrètes qui existent peu ou prou aujourd'hui, sur la notion de génération d'interface à la volée, euh, là tu as abordé l'angle de la communication, mais après, la communication, moi je la vois surtout sous l'angle de l'homme vers la machine, pas entre les hommes, mais l'homme vers la machine. Ouais, mais Et pour cet angle-là, en fait, c'est génial. Pas plus tard qu'il y a quelques heures, j'étais en train de jouer avec le Claude CLI, là, donc en ligne de ouais. commande Claude, et j'étais en train de lui demander de faire un import de données. Et en fait, il m'a proposé dynamiquement une interface où j'avais des cases à cocher qui correspondaient à mon cas d'usage. Je ne savais même pas qu'il était capable de faire ça en vrai. Et, Ouais. et là, tu te dis, ouais, mais en fait, c'est génial. Parce que j'ai Mais un bien cas sûr. ultra spécifique, je fais une opération ultra spécifique. Il n'y a que moi sur Terre qui la ferait, qui l'a fait et qui la ferait jamais. Mais il est capable de me générer une interface adaptée, claire, lisible, où je peux acter dessus, moi, manuellement, de façon limpide. Et enfin, tu vois, et pour moi, ça, je pense que c'est une vraie force. Et pour moi, je vois bien la prochaine étape comme ça, pour discuter avec la machine. La discussion entre les humains, moi je la mettrais de côté parce que c'est un tout autre débat et puis ça implique beaucoup de technologies qui sont pas encore là aujourd'hui, je pense, Ouais. qui pointent le bout de leur nez Ouais, mais qui sont quand même pas là. ouais, mais Et avec plein de challenges, et ça je suis tout à fait d'accord avec toi. ouais, mais donc, ouais, c'est-à-dire, si je rephrase, en fait, pour toi, ton point de vue, la partie collaboration, c'est quelque chose de mettre de côté pour la partie AI, mais tout ce qui est effectivement, en fait, création de valeur, par exemple, même des films, tu peux créer tes propres films, tu peux créer tes propres outils pour aller rechercher de l'information ou autre, effectivement, au lieu avoir besoin d'être développeur, effectivement, là, l'IA a une Mhm. place assez intéressante, parce que tu peux avoir tes propres applications, effectivement, pour mettre en place des choses qui vont créer de la valeur. Là-dessus, je suis totalement d'accord, et c'est top d'avoir ça, et c'est pour moi le point clair et le point clé qu'est-ce que va nous apporter l'IA dans les prochains temps. Mais là où moi, c'est l'autre point qui me fait quand même peur, c'est vraiment cette partie un peu communication, parce que tu dis, ouais, faut la mettre de côté, mais regarde ce que font les entreprises Meta avec leurs lunettes, la Mhm. Ray-Ban Mhm. Mhm. ou autre, et ensuite ou l'Apple Vision, ou ainsi de suite, Ouais, où ils essaient ouais, ouais. carrément de te créer une communication dans un monde virtuel. Et là où ça va devenir c'est là où pour moi ça va devenir problématique parce que tu renforces ça avec l'IA, tu vas pouvoir aussi projeter une autre personne, une autre personnalité aussi potente, ou un avatar de toi-même qui n'est pas vraiment toi-même aussi, tu vois, et tu vas couper en fait quelque chose avec le monde du réel, avec un monde, et peut-être aussi, rappelle-toi, tu sais, dans la partie où tu peux parler, par exemple, avec tu parles avec je parle le français, tu as tout exactement une traduction pour quelqu'un qui parle Ouais, en espagnol, ouais. anglais ou chinois. Et qu'est-ce qui t'empêche du coup aussi à changer ton pitch? Qu'est-ce qui empêche l'IA du coup, quand tu vas parler d'un message, à le réinterpréter parce qu'elle pense que cette personne-là va le comprendre d'une meilleure manière et ça va fluidifier la communication? Ça va être sûr qu'on va arriver à ce niveau-là à un moment donné, tu vois. Et c'est Mhm. là où on va perdre tout, tu vois. Mhm. Mais je te rejoins sur la partie création de médias et tout, etc. Mais après, avec ça va venir aussi, pour moi, on va être de plus en plus après, à terme, handicapé sur cet aspect clé qui est Tu vois, la c'est communication. là où j'ai une vision. Enfin, comment dire ça? C'est intéressant l'image que tu donnes, je trouve, où l'IA vient te prémâcher tout plein de choses et du coup tu deviens presque essentiel. C'est-à-dire que
t'émets juste des intentions et l'IA les traduit quelque part. Tu vois, c'est comme une extension de ton cerveau indispensable Ouais, parce que tu es devenu une larve. Ok. Bon, ouais, c'est avenir catastrophe, hein, mais pas délirant si tu traces un trait par rapport à ce qu'on est en train d'observer. C'est une ouais. issue possible à mon sens. Là où je voulais en venir, c'est en fait, pour moi, la réponse à ça, elle est, elle est simple, mais complètement hypothétique, hein. C'est juste qu'à un moment donné, il faudra rejoindre la machine, quoi. Nous-mêmes. Ouais, l'homme augmenté, mais l'homme qui devient Je parle même machine. pas d'homme Ouais, augmenté là. Là, je parle carrément, tu rejoins la pensée commune, la super intelligence, et tu la te matrice. dissous à l'intérieur. Ouais, Plus que la matrice encore, tu te dissous. Parce qu'au final, franchement, quand on vient à réfléchir, c'est quoi le cerveau? Bon, bah, c'est une IA naturelle, quoi. ouais, Bon, mais tu vois, mais c'est ça qui fait un peu flipper, tu vois, c'est parce que c'est une on est intelligence humain, pas naturelle. Ouais, mais donc du coup, au final, si tu en reviens si tu veux vraiment collaborer avec ces intelligences artificielles, et surtout si tu considères qu'elles vont continuer d'augmenter en termes de performance, ben, soit tu la rejoins, soit tu deviens un signal dans un coin un qui est paria. du bruit, tu vois, Hmm. qui ne représente rien et qui n'a aucun intérêt pour l'IA, ni... Enfin, je ne sais pas comment l'exprimer, mais pour moi, tu deviens insignifiant. Ouais, Sans... de quel niveau, tu vois, c'est là on rejoint un truc un peu plus philosophique, tu vois, c'est pas parce que, genre, c'est pas parce qu'une fourmi, par exemple, n'a pas l'entièreté Ouais. de la connaissance, juste de nous, de notre connaissance humaine, entre guillemets, qu'on doit la tuer pour autant, tu vois. Tu vois un peu J'ai le... pas dit Non, mais tu que vois, non, insignifiant était égal à tu peux t'en ouais, séparer. mais bah, ça dépend, parce que un signifiant, tu vois, c'est-à-dire que ça ne signifie rien, sa mort ne signifiera même rien, tu vois, c'est dans le mot, tu vois, dans ce cas-là, c'est parce qu'elle est insignifiante, tu peux l'écraser, c'est pas grave, tu vois, Et ben globalement. comme une fourmi. Et, Tu peux l'écraser, ex- c'est pas grave. Après, moi, j'irai pas courir derrière toutes les fourmis pour les écraser parce que c'est. Tu vois le oui, truc? non, mais non, C'est juste insignifiant. ouais, mais c'est là où, tu vois, c'est là où on switch vers un débat plus philosophique Ouais, et ouais, plus ouais. peut-être aussi personnel, tu vois. Et tu vois, mais pour ça, revenons un peu sur la partie du design. Ouais. Le fait que le design va devenir plus personnalisé, ouais, il y aura sûrement des vérités, mais c'est un peu comme ce qu'on voit pour moi, ça va être spécifique à des outils pour nous aider à créer des choses qui ramènent de Ouais, la valeur. Et après, à terme, tout j'espère à qu'il fait. devrait juste nous permettre de nous connecter entre nous. C'est parce que pour moi, l'essence même de l'humain, c'est juste un animal social. On adore communiquer et collaborer ensemble. On est limite juste programmé génétiquement juste pour ça. Et, et donc, le fondement même de notre existence, c'est la collaboration. Je suis Et d'accord. communiquer avec des autres, tu vois. Et ça ne devrait pas être touché. Et C'est-à-dire que ce qui peut être accéléré, c'est comment est-ce qu'on peut améliorer les choses pour nous faire ressentir des choses, mais après, en discuter ensemble. Et pas avec un filtre d'IA, tu vois. exactement. Et c'est pour ça qu'à mon sens, le devoir de la machine, d'ailleurs, peut-être même que je pique ça à Steve Jobs, son devoir, c'est de disparaître en fait. C'est de Ouais. disparaître. C'est-à-dire Tout à fait, ouais. on bénéficie de sa puissance, mais sans la contrainte de devoir interagir avec encore plus de façon codifiée. Et là, justement, je suis en train de faire l'exercice d'installer une machine dont l'objectif premier, c'est juste d'interagir via console, via un LLM, Mhm. pour faire tout ce que j'ai envie, pour gérer mes données perso, pour gérer peu importe ce que j'ai envie de faire de productif sur cette machine-là, mais en fait, je veux qu'elle s'allume sur un chat. Et c'est tout. Ouais. Ouais, Et je parce que comprends. je pense que c'est vraiment comme ça que la machine peut disparaître. Et tu peux t'alléger de tout un tas de fardeaux cognitifs, de réfléchir comment faire. Enfin, je reviens sur un exemple très terre à terre, mais je vois dans ma mission actuelle la contrainte, les contraintes qu'impose d'avoir la machine du travail avec les systèmes de sécurité, la limitation sur les applications que tu as le droit d'utiliser, le VPN, le ci, le là. Euh, en fait, on en arrive à des logiques complètement antiproductives. Et pouvoir constituer cette espèce de toucher du bout du doigt ce rêve d'avoir une machine qui fait ce que tu as envie sans pour autant t'entraver comment dire ça, dans une approche contrainte, dans du langage, dans une connaissance même de la machine elle-même pour pouvoir accéder à ses capacités, je trouve que là, pour moi, c'est l'avenir, quoi. Ah, mais clairement, et d'où la place importante après, bon, là je reviens sur la philosophie, la place importante de la philosophie du coup, parce qu'à un moment donné, Ouais, les seules limites vont être ça. Ça va être quelles sont les valeurs qu'on a et qu'on partage qui sont communément acceptées aussi.
parce qu'en gros, ça va être les limites de la machine, parce que tu pourrais vraiment imaginer faire tout et n'importe quoi, et comment est-ce que du coup, tu mets aussi un garde-fou à ce pouvoir que tu as, Mm. et sans pour autant te limiter comment ça, ta puissance créatrice, tu vois, on va dire ça comme ça, tu vois. Et c'est vraiment ouais, un bel avenir si on arrive effectivement à gérer tout ça, quoi. Mais Ouais. ouais. Mais bon, ouais, donc, moi, je pense finalement, on dit un peu la même chose sur la partie troisième Mm. vague, en fait, des interfaces. Ouais, il y en aura, mais pas pour tout, je pense aussi, pour des besoins bien clairs, pour amener de la valeur. Mais après, c'est juste, ouais, quel va être le challenge pour essayer de synchroniser tout le monde, par exemple, au travers de choses un peu plus collaboratives, tu vois, comment est-ce que tu Mm. fais enfin, tu pourrais avoir peut-être des outils aussi. Il y a peut-être des solutions, tu vois, Wood, mais moi, je suis assez dubitatif là-dessus et je voudrais limite même pas que ça se passe, tu vois, globalement. Parce que même si, Ouais, admettons, techniquement on y arrive, ça m'intéresse pas, tu vois. je pense qu'on pourra en discuter, mais aujourd'hui, je pense il y a un gros frein là, intellectuel que je vois à imaginer une collaboration autour de ce genre d'outils, c'est qu'aujourd'hui, l'IA, c'est une expérience solitaire. Il n'y a Mhm. pas ou peu d'expériences collaboratives où on va tous venir autour d'une IA pour travailler sur quelque chose. Je pense que ça viendra, et à mon avis même très vite, c'est obligatoire. Il y a des façons de faire d'ailleurs, même déjà aujourd'hui. Mais je pense que quand on aura les idées plus claires là-dessus, ça permettra aussi peut-être de mieux se projeter sur la façon dont on peut envisager ce... Mais en vrai, c'est vraiment sous l'angle du travail, d'une tâche à accomplir. Comment on Ouais, va pouvoir collaborer avec l'IA pour accomplir une tâche. Et bon, je ne vais pas revenir sur le sujet humain et philosophique autour Mhm. des interactions humaines, parce que je pense vraiment que c'est un autre sujet aussi. Mais ouais, je- pour l'IA, je pense qu'on prend vraiment ce chemin des Ouais, machines qui font tout juste en discutant avec elles, quoi, en gros. ouais, c'est ça. On leur demande, peut-être même après en se connectant à notre pensée, et voilà, quoi. Peut-être. Ah, j'ai bien envie de faire ça. Je te propose peut-être qu'on conclue, peut-être même c'était la conclusion la meilleure qu'on puisse avoir. Ouais, ouais, restons-en là-dessus, Ok, c'est parfait. sur cette belle note. Super. Bon, en tout cas, merci à tous pour nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a plu, inspiré. On mettra la vidéo en description en dessous qui nous a inspiré cet échange. Je vous invite à la voir parce que vraiment, elle est très intéressante. Elle est beaucoup plus détaillée que ce qu'on a pu faire là. Et puis, elle est très focus design. Donc, vous verrez cette discussion-là sous l'angle du design pur et de l'historique du design. Et puis, à la prochaine, prochain sujet. À la prochaine, salut! Salut!